pouvons donc commencer l'ordre du jour. Et évidemment, nous avons un ordre du jour avec des points importants, en particulier le premier qui concerne le débat sur les orientations budgétaires. Je vous rappelle qu'il y a un débat sur les orientations budgétaires avant la présentation du budget. Hein, c'est la règle du Code général des collectivités. Donc nous débattons sur le contexte général avant de présenter le budget, ce qui sera fait le jeudi prochain conseil municipal, le dernier jeudi de mars, c'est-à-dire le jeudi 30 mars. Voilà, je vais laisser bien sûr le soin à Madame Lachenal, adjointe en charge des finances notamment, de vous présenter ce rapport. Je vous propose qu'ensuite on ouvre la discussion et suivant avec votre discussion, avec les éléments que vous apporterez, j'en tirerai les conclusions pour clore le débat. Madame Lachenal, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. C'est vrai que c'est un moment qui est toujours assez enthousiasmant, le débat d'orientation budgétaire, puisqu'au-delà des chiffres, il nous permet de discuter, d'échanger sur nos prévisions, et non seulement les prévisions de l'année suivante, mais aussi prévisions un peu plus longues. Donc, conformément à la loi, le rapport permet au conseil municipal, comme vous le savez, d'avoir une vision d'ensemble des différents indicateurs de la ville, indicateurs financiers, l'évolution des ressources budgétaires, et tout en donnant de l'information également sur la situation des ressources humaines, et tout en ouvrant les perspectives liées aux investissements qui sont évidemment porteuses des grands projets. Le rapport d'orientation budgétaire qui vous est présenté ce soir souligne les axes d'intervention publique mis en avant par l'équipe majoritaire et les choix politiques prioritaires assumés. La gestion des finances publiques accomplie sur ces plusieurs années passées est tout aussi rigoureuse pour maintenir la santé financière de notre ville. Elle nous a permis également de traverser 2 années de Covid précédemment, qui ont marqué nos recettes et nos dépenses, mais elle doit aussi nous permettre de traverser cette période d'inflation générale et de contexte économique complexe avec la crise énergétique, crise des flux et la crise liée aussi à l'Ukraine. Par conséquent, nous permettre de garantir nos services publics et des réponses de qualité aux besoins des habitants touchés pleinement par la crise. Nos actions publiques s'adaptent aux besoins émergents, elles accompagnent, soutiennent nos habitants afin de garantir l'accès aux différents services, l'accès aux droits. Elles permettent aussi d'assurer les investissements nécessaires au développement urbain, durable, vert de nos espaces urbains, de nos espaces publics, de porter les aménagements indispensables à la vie quotidienne et aux nouveaux usages de mobilité. Dans la présentation qui va suivre, préparée par les services, que je remercie par ailleurs, merci Monsieur Bosson, ce sont des éléments principaux et significatifs du ROP qui vont être mis en avant et qui nous éclaireront ce que sera notre futur budget primitif 2023 qui sera présenté, comme a dit Monsieur le maire, à la fin du mois de mars. Cette présentation suit évidemment la structuration du rapport qui vous a été envoyé et que je ne doute pas que pour lequel vous avez dû jeter un coup d'œil. Cet exercice doit aussi se dérouler dans les 2 mois précédant l'examen du budget primitif de l'année et il permet donc, comme je l'ai dit au Conseil, d'être informé. L'élaboration de notre budget se fait encore une fois dans un contexte de crise économique marquant les finances publiques. La loi de finances, d'ailleurs, porte ces éléments, bien qu'elle imagine une hypothèse de croissance avec une inflation à 4,3. On verra ce qui se passera. Donc, dans un contexte d'évolution de la population et de besoins de services publics croissants, la ville doit penser à la construction de son budget dans le but de porter nos actions publiques de l'année, mais aussi dans la perspective de préserver la solidité de nos finances publiques à moyen terme, alors que la crise inflationniste et l'augmentation des taux d'emprunt risquent de se prolonger. Quelques éléments sur l'état des lieux maintenant. Rapidement, dans un contexte international, vous le savez, l'inflation a atteint des niveaux inédits. L'activité économique a ralenti. La consommation des ménages a été très prudente. En France, c'est la même chose. L'activité économique a été moins forte que prévu et la consommation des ménages réduite.
L'inflation, qui était d'abord imputable à l'augmentation des prix d'énergie, s'est diffusée petit à petit à l'ensemble des biens et des services, même si elle a été atténuée par des mesures de soutien gouvernemental, ce qui permet d'ailleurs qu'elle ait un niveau quand même assez faible en zone euro. Le déficit public poursuit son redressement, on verra si ça se confirme, et la hausse progressive des taux directeurs de la BCE et le ralentissement économique devront peser sur les finances publiques. La Suisse est dans une situation un peu particulière. Vous savez combien la zone frontalière est sensible à la situation économique suisse. Ce niveau d'inflation en Suisse s'est fixé à 2,9. Donc c'est vrai qu'avec les perspectives de 2023 en Suisse, sont plutôt à une inflation à 1%. Le recours aux travailleurs frontaliers dont a besoin l'économie suisse et genevoise, comme la parité du franc suisse et de l'euro, ou quasi-parité, ont un impact sur notre territoire. Elle met en difficulté l'attractivité, évidemment, de nos entreprises et, quelque part, crée des manques de compétences pour nos activités. Donc, présentation d'abord, ce contexte national étant évoqué, nous allons passer à un contexte plus local, ou en tout cas national, mais qui a des répercussions également au local. Nous allons aborder le rappel de la réforme de la taxe d'habitation. C'est toujours intéressant de le rappeler. Vous vous souvenez que cette réforme de la taxe d'habitation sur les résidences principales, cette réforme a été mise en place dès 2018. Elle s'est achevée à la fin de l'année 2022. Donc en 2023, tous les contribuables sont exonérés de la taxe d'habitation sur les résidences principales. En revanche, la taxe d'habitation continue sur les résidences secondaires. Et dès 2023, les collectivités peuvent augmenter le taux de cette taxe, sous réserve d'augmenter également le taux des taxes foncières bâties dans les mêmes proportions. Je vous rappelle aussi que la compensation de cette perte de la contribution directe pour les communes s'est fait par le transfert de la part départementale de la taxe foncière bâtie. Voilà pour cette partie-là, c'était important de le rappeler, plus de taxes d'habitation sur résidence principale. Les dotations, eh bien, la DGF stabilisée depuis 6 ans, l'enveloppe totale que vous voyez là pour l'année 2023 s'élève à 26 931 000, dont 18 600 000 pour le bloc communal. C'est une légère hausse pour la première fois depuis un petit moment. Et pour la péréquation verticale, qu'on voit ensuite avec la DSU et la DSR, vous avez une DSU qui s'élève à 90 millions et une DSR en augmentation à 200 millions, c'est-à-dire un bloc complet là, pour cette péréquation à 290 millions. Nous continuons avec un élément que vous voyez sur lequel on communique énormément chaque fois qu'on a des rendez-vous liés au budget ou en tout cas au débat d'orientation budgétaire. C'est le pacte financier et fiscal qui lie l'ensemble des 12 communes de l'agglo avec Annemasse Agglomération. Je vous rappelle que ce pacte financier et fiscal vise à financer le développement local et à instaurer entre les collectivités une solidarité spécifique au bénéfice des communes qui accueillent un quartier prioritaire politique de la ville, ce qui est notre cas, comme le cas de Gaillard. Chaque année, l'attribution de compensation versée par Annemasse Agglo est révisée et modifiée. Vous avez toujours, pour rappel, tout en haut, l'attribution de compensation du départ, celle de 2016, et vous avez tout en bas l'attribution de compensation retenue pour l'année passée, c'est-à-dire celle de 2022, qui s'élève donc à 1 799 259. Vous voyez que sont retranchés, évidemment, nous avons ce qui avait été fait l'année dernière, la compétence du conservatoire transférée à l'agglo. Nous avons le retrait du FPIC que Annemasse Agglo prend à sa charge. Vous avez la modalité complémentaire, là c'est positif. Et puis la participation communale au titre de la mutualisation. Cette année, cette mutualisation concerne principalement les recherches de fonds extérieurs, enfin des chargés de mission pour les recherches de fonds extérieurs, mais aussi une reprise de l'activité du garage, qui était en sommeil avant. Pour 2023, le montant serait de 1 625 000, mais on y reverra après, prenant en compte l'augmentation du FPIC, ainsi que l'évolution des services mutualisés. Nous pouvons passer, après cet élément-là, à un ensemble d'éléments qui sont intéressants et qui concernent les ressources humaines.
Donc, vous avez plusieurs graphiques. Je ne vais pas vous donner tous les détails, mais on va quand même prendre les points principaux. Vous avez donc pour 2022 une masse salariale globale qui s'élève à 28 171 022. La structuration, vous voyez, de la rémunération en elle-même, hors charge patronale, montre évidemment un traitement de base important, mais surtout 23%, plus de 23%, 23,3, c'est ça, du traitement de base, de ce traitement de base est constitué par les versements du régime indemnitaire. Donc c'est un élément qui est assez important. Si on continue un petit peu, vous avez un graphique et un tableau. Sur le graphique, vous voyez l'évolution des ressources humaines par habitant. Donc cette masse salariale par habitant, elle est relativement constante quand même, si on regarde la période 2017-2022. Il montre que le nombre d'agents pour 1000 habitants est assez stable, alors qu'on est dans un contexte où les besoins ne font que progresser. Si on regarde un petit peu plus près le tableau qui est en dessous, donc qu'on voit avec masse salariale par habitant, nombre d'agents, nous avons 611 ETP à la ville en 2022 et un rapport de 16,2 agents pour 1000 habitants, ce qui aussi est assez stable. La masse salariale par habitant s'élève à 745,2 €, certes une augmentation, mais avec quand même un nombre d'agents par habitant à peu près stable. Les différentes répartitions, cette fois, c'est quelque chose dont vous avez l'habitude. Les différentes répartitions se font par genre, par filière, par âge, par catégorie également. 704 agents au total sont en poste à la ville. Donc c'est une augmentation, 480 femmes, 224 hommes, et ils se répartissent, comme vous le voyez, entre les différentes filières. Grosse filière technique, animation également, et administrative. Vous avez pu prendre connaissance de ces éléments-là. 439 agents sont titulaires, 236 femmes, 160 hommes, 275, c'est le tableau d'après, si jamais. 275 sont contractuels, 217 femmes, 58 hommes. Et enfin, 548 agents sont ce qu'on appelle, c'est le tableau encore d'après, en catégorie C. 379 femmes, 169 hommes. 87 en catégorie B, 60 femmes, 27 hommes. 66 en catégorie A, 39 femmes, 27 hommes. Si ensuite on s'attache à plus particulièrement la pyramide des âges, les hommes, 28% des agents ont entre 45 et 54 ans et 25 entre 35 et 44 ans. Plus en détail, les hommes sont plus représentés dans la catégorie 45-54 et plus de 54, et les femmes plutôt dans la catégorie 45-54 et 35-44. C'est à peu près ça, sur la pyramide. Vous n'oubliez pas, les couleurs sont inversées. Les perspectives, enfin, de 2023, il faut dire que l'année 2023 devrait voir la création d'une dizaine de postes, principalement dans les services périscolaires, mais aussi pour le service social, les services jardins, les services techniques, les polices municipales, et ceci pour environ 460 000 € en année pleine. Il faut prendre en compte en 2023 encore l'impact de l'augmentation de 3,5% du point d'indice, l'augmentation du SMIC et bien sûr toujours le GVT, qu'il ne faut pas oublier. La collectivité va continuer à confronter toujours au problème de recrutement, c'est même une problématique, en concurrence avec le secteur privé et avec la Suisse. Le renforcement de notre activité est donc bien indispensable. Il faudra à la fois travailler sur les politiques salariales, sur la marque employeur, sur le règlement du temps de travail, sur le développement encore de la formation pour accueillir et conserver les talents nécessaires à la mise en œuvre de notre politique. Voici pour ce contexte local et cette image sur les ressources humaines. Nous allons pouvoir passer aux orientations budgétaires. Nous attaquons les orientations budgétaires. Ce tableau aussi, vous en avez l'habitude, investissement et emprunt, différents indicateurs qu'on va lire successivement, rapidement quand même, mais ce sont des informations en partie sur la dette également en dessous. Donc vous avez la capacité d'autofinancement par habitant, 211,31 en 2022. Nous n'avons pas encore rattrapé, comme vous le constatez, le niveau de notre autofinancement qui était précédent à la crise Covid, mais nous sommes encore assez proches de 2020.
En tout cas, pour celui de 2019, on n'y est pas encore. Mais notre capacité d'autofinancement s'améliore. Les dépenses d'équipement par habitant, vous avez un chiffre à 363 € en 2022. C'est un tassement, il faut le reconnaître, mais les dépenses d'investissement sont en diminution par rapport à 2021. Vous savez que plusieurs projets importants ont subi des décalages, des reports même, en lien évidemment avec l'augmentation des coûts, et cela induit automatiquement des réexamens d'opérations. Je pense principalement au décalage vis-à-vis de la passerelle, mais aussi des réexamens par rapport au projet de tranquillité publique. D'autres projets seront lancés en 2023. L'encours de la dette par habitant, nous sommes sur un recours modéré à l'emprunt. Cela nous permet de maintenir l'encours par habitant à un niveau quand même peu élevé. L'intérêt de la dette par habitant est en diminution. Et ça, c'est intéressant, c'est lié aux baisses des taux précédents, avant 2022. Vous avez en dessous l'encours de la dette, je ne sais pas pourquoi ça... Voilà. L'encours de la dette au 31/12/2022 à 31 418 230, c'est une légère augmentation. Et donc, avec l'ensemble de ces différents éléments, vous voyez que notre ratio de désendettement, encours de la dette épargne brute, s'établit à 3,9, donc il se rétablit un petit peu à la baisse. On a été à 4 l'année dernière, 4,4. Voilà pour les éléments essentiels des indicateurs et de cette année 2022. Vous avez ensuite un graphique qui donne l'évolution de l'encours en millions d'euros, l'encours de la dette passée. Cet encours apparaît relativement stable sur une longue période, 2016-2022. Donc il oscille entre 30,3 millions et 31,4 millions. Il souligne notre recours modéré à l'emprunt, comme on l'avait déjà évoqué, pour financer les investissements de la ville. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Vous avez ensuite le graphique et la répartition de la dette par tranche de taux. Là aussi, vous constatez que les emprunts contractés en 2021 et 2022, qui ont été limités, mais enfin, il y en avait, ont renforcé la tranche de taux qui est comprise entre 0 et 1% de taux. Donc notre dette est pour la moitié sur ce taux favorable, ce qui est vraiment intéressant. C'est en fait, c'est l'effet baisse des taux ces dernières années. En revanche, vous le savez, on l'a déjà dit en évoquant en introduction, mais vous savez qu'en revanche, nous aurons à être vigilants pour certainement 2023, mais aussi après, au vu de l'augmentation des taux qui sont en cours en ce moment. Et déjà en janvier, on a des nouvelles augmentations. Nous pouvons passer aux indicateurs, cette fois-ci, de comparaison. Vous saviez qu'on avait un peu de soucis précédemment, puisque ces indicateurs, on n'avions plus les mêmes sources, c'était plus mis à jour. Donc là, nous sommes sur une source de l'Association des maires de France. Nous comparons la situation de la ville d'Annemasse à celle des villes de la tranche 30 000 à 100 000 habitants. On voit que sur l'ensemble, si vous faites une lecture rapide, on y reviendra en détail après, sur l'ensemble de ces ratios, notre ville se positionne favorablement, et parfois même très favorablement, par rapport à la moyenne nationale, même sur la période Covid 2020. Et là, on peut dire que c'est aussi le résultat d'une gestion rigoureuse de nos finances publiques. L'épargne nette par habitant, que vous voyez en premier, se redresse. Nous sommes à 130 € en 2022. La moyenne nationale sur l'année est à 90 en 2021. Nous étions à 109 en 2021, donc élément favorable. Les dépenses d'investissement par habitant, non, les dépenses d'investissement, nous sommes en dessus de la moyenne nationale et même en 2021. L'encours de la dette par habitant qui est en dessous, on est sur une comparaison qui est très favorable. Notre ratio de taux d'endettement est inférieur à la moyenne, là aussi, 2021. Et si nous nous penchons sur l'encours de la dette par rapport aux recettes de fonctionnement, nous sommes évidemment sur un pourcentage également favorable par rapport à la moyenne nationale. Même logique pour notre capacité de désendettement, encours de la dette par rapport au nombre d'années. Donc là, on est à 5,8 sur une moyenne en 2021, alors que nous sommes à 3,9 en 2022 et nous étions à 4,4 en 2021. Donc on se retrouve avec des choses très intéressantes, comme nous l'avions déjà indiqué.
Voilà pour ces éléments comparatifs qui sont toujours extrêmement intéressants quand on peut les mettre à jour. Donc merci au travail fait par les services, là aussi, pour pouvoir récupérer ces données. Nous passons aux recettes de fonctionnement. C'est un tableau un peu serré, mais qui est intéressant. Donc ce tableau est construit, comme vous le voyez, à partir des données 2019-2021 du compte administratif. Vous avez également les données du réalisé 2022. Vous avez des indications ou des tendances par rapport à ce que pourrait être les éléments contenant de notre futur budget primitif 2023. Mais ce sont des projections, elles seront évidemment à confirmer lors de notre vote du budget primitif. Vous constatez d'ailleurs que nous ne mettons rien pour le moment dans les contributions directes. Nous aurons l'occasion d'y revenir plus loin. Donc, d'une manière générale, nous constatons une augmentation sensible des recettes réelles de fonctionnement par rapport à 2021. Elles atteignent plus de 55 millions 319 000, soit une augmentation de 9,2%. Mais malgré tout, malgré cela, il faut savoir que l'analyse que nous avons à en faire, c'est plutôt que nous sommes sur un effet de rattrapage. En effet, les recettes de 2020 avaient diminué, vous vous souvenez, moins de 1,4, et les recettes de 2021 avaient plutôt stagné, elles étaient qu'à 1,3 d'augmentation. Donc cette augmentation, en l'occurrence des recettes, concerne l'augmentation des produits de contribution directe de 3,5%, avec la revalorisation des bases des valeurs locatives, comme on le dit à chaque fois, la variation des fonds frontaliers de 4,7%, ce qui est très important, plus de 500 000, l'augmentation des droits de mutation à 460 000, mais là aussi, il faut lire ça avec retenue, avec prudence, puisque même si on sait qu'il y a un niveau de vente encore important à venir, c'est quand même, on est plus là sur un effet de rattrapage par les services fiscaux des retards qui avaient été pris pendant les 2 années de Covid que sur une augmentation complète. Donc on peut penser que 2023 ou 2024 risquent d'être marqués par une certaine contraction de ces montants du fait des niveaux d'intérêt, aussi des taux d'intérêt. Pour ces recettes, c'est aussi la forte progression du produit du casino. Vous voyez que là, le montant est énorme. On va dire un rattrapage. C'est surtout que 2021 avait été un long moment de fermeture du casino. Donc 1 930 000, ça nous rapproche des chiffres qui avaient été réalisés en 2019. Voilà. Donc vous savez qu'aujourd'hui, le casino est sur une salle éphémère, mais pour autant, les rentrées vont être très intéressantes aussi pour l'année 2023. C'est aussi le reversement de la taxe d'électricité. Et là aussi, on est sur un effet un peu particulier puisqu'on nous a versé 5 trimestres, donc avec un montant d'augmentation de 263 000. Et enfin, les attributions de compensation d'Annasaglo, nous avons vu tout à l'heure, en diminution. Donc face à ce constat, nous nous projetons pour 2023 avec une dotation forfaitaire qui sera maintenue à plus de 3 millions, des recettes de casino sur lesquelles on pourra compter à hauteur de 3 millions 2, un montant de fonds frontaliers proche de 2022 à plus de 11 millions 500, des droits de mutation à traiter avec prudence, mais quand même à une hauteur de 2 millions. Et de plus, je tiens à dire que nos projections par rapport à nos recettes, c'est les recettes tarifaires de la ville, se feront sans augmentation. C'est un choix politique sur lequel nous allons revenir après. Nous aurions ainsi une progression modérée des recettes et nous verrons un petit peu plus tard comment cela se produit sur l'évolution des bases d'imposition futures. Suite de ce tableau sur les recettes, en complément, vous avez l'évolution des bases d'imposition 2023. Comme je disais, nous allons entrer un peu plus dans les détails. Vous voyez que ce tableau intègre le coefficient correcteur qui correspond au produit de la fiscalité perdue par la commune dans le cadre de la réforme de la TH. Les valeurs locatives cadastrales liées aux locaux d'habitation sont revalorisées à hauteur de 7,1%. C'est en lien direct avec l'inflation et qui sont calculées au niveau européen sur un indice IPCH. Ne me demandez pas ce que c'est. Monsieur Bosson sait peut-être, mais moi, je n'ai pas retenu l'indication, mais on pourra vous le redonner. Pour le foncier bâti, les prévisions de hausse seraient à 7,4%, 6 pour la revalorisation des bases et 1,4 pour la variation physique des bases. Pour la TH sur les résidences secondaires,
revalorisation aussi à hauteur de 7,1. Il faut savoir que la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, qui était portée à 60% en 2022, représenterait un complément de recettes prévisionnelles de 411 500 en 2023. Voilà pour cette évolution des bases, pas du produit, mais des bases. Nous pouvons passer aux dépenses en fonctionnement. Les dépenses réelles évoluent elles aussi avec un taux important, à 8,2% en 2022. Bon, c'est moins que les recettes, mais enfin, c'est un montant. Elles s'élèvent à 47 331 000. Cette augmentation trouve sa source dans la forte augmentation des dépenses d'énergie. On l'a répété à plusieurs reprises, mais c'est exactement l'élément principal, mais c'est aussi lié à la forte inflation. Nous examinerons plus particulièrement les charges à caractère général, celles qui subissent les hausses de l'ensemble des fluides, mais qui aussi retracent une certaine reprise d'activité de nos services, puisque nous sortons de 2 années de Covid où les services avaient une activité moindre, et l'année 2022 a été une reprise de ces services. Donc les charges à caractère général à 11 millions, un peu plus, avec une progression de 10,7% par rapport à 2021. C'est en revanche une hausse un peu plus limitée par rapport à 2019, plus 6,3. Des charges de personnel en progression également, à 6,7%, 28 171 000. Nous retrouvons là les éléments que je vous ai donnés tout à l'heure dans le cadre des perspectives de 2023 des ressources humaines. Ce sont les augmentations du SMIC successives, la revalorisation du point d'indice de 3 à 5, mais aussi, évidemment, des créations de postes qui sont nécessaires pour remplir les besoins croissants de la population et des besoins émergents. La subvention du CCAS, est nécessaire pour soutenir la politique de la solidarité en faveur des plus fragiles. C'est une augmentation pour 2022, ça s'élèverait à 1 175 000. La prévision de 2023 serait aussi à la hausse. Les subventions aux associations, on retrouve principalement là-dedans la subvention à Château-Rouge pour la progression du loyer versé à la ville, pour la nouvelle grande salle, évidemment, qui est utilisée. Pour 2023, si on revient sur le BP, enfin les perspectives ou les prévisions possibles, pour 2023, dans un contexte donc de prolongement de la crise et socialement, de toute façon, de la nécessité de maintien de nos services, nous projetons une augmentation des dépenses de fonctionnement également. Les charges à caractère général continueront à subir l'augmentation des fluides, ça c'est fort probable, et des matières premières, ainsi que du contexte de la guerre. La subvention du CCAS, comme je l'ai dit tout à l'heure, continuera à augmenter légèrement également. Et les subventions aux associations pourraient être en progression de 2,1%. L'intérêt de la dette, en revanche, continuera à diminuer. Pour la masse salariale, une augmentation de 6,8 est envisagée. On va regarder un graphique après. Comme je disais, sur l'année 2023, nous continuerons à avoir encore le point d'indice pour 6 mois, l'augmentation du point d'indice. L'augmentation du SMIC est indexée sur l'inflation et les postes nécessaires pour accompagner, comme je l'ai dit, les besoins croissants. Et les projets sont principalement en création en périscolaire, mais pas seulement en éducation, aussi sur d'autres domaines. Et puis, je ne sais pas si je vous ai évoqué la structuration du personnel tout à l'heure. Vous avez vu que nous avions une partie de notre personnel qui est en catégorie C. Catégorie C sont des populations, 50% de nos agents sont quand même sur des rémunérations proches du SMIC. Donc c'est vrai que toute augmentation du SMIC a aussi une influence sur notre masse salariale, mais c'est une bonne chose, c'est pas, ces augmentations sont attendues et c'est tant mieux. Mais c'est aussi la structuration de notre personnel qui fait que nous avons des masses qui augmentent aussi de ce point de vue-là. Là, l'évolution des dépenses de personnel, depuis entre le CA 2019 et le futur BP 2023, qui pourrait être projeté. Donc c'est l'évolution des effectifs dans un contexte de croissance de la population et de nos effectifs scolaires, évidemment. La projection, comme vous le voyez, 2023, aborderait 30 millions à peu près, 30 millions, oui c'est ça, 80 000, 30 millions 80.
Voilà pour la partie fonctionnement. Si nous nous attachons maintenant à l'investissement, vous avez un premier tableau qui est toujours présenté avec les recettes et les dépenses, sur le même tableau. Là aussi, il y a un comparatif CA et réalisé, mais les projections 2023, nous ne les mettons pas là, nous les examinerons après dans un document spécifique. Si nous attachons aux recettes d'investissement, ces recettes d'investissement s'élèvent à 18 661 000 en 2022. Elles sont sur un pourcentage inférieur à 2021. Nous avons le fonds de compensation de la TVA qui est en diminution. C'est lié à la typologie de dépenses des investissements de Château-Rouge. Nous avons 2 emprunts de 2 millions avec des taux qui avaient été intéressants avant les augmentations. Les subventions et les participations pour 3 827 000, qui est un niveau là aussi intéressant. C'est des financements principalement pour Château-Rouge. Et comme nous sommes toujours, comme on l'a dit tout à l'heure, à la recherche du meilleur niveau de subvention possible, eh bien vous savez que les services mutualisés pour la recherche de subventions extérieures seront utiles là aussi pour mobiliser de nouvelles sources. En ce qui concerne les dépenses d'investissement pour 18 071 000, elles diminuent par rapport à 2021. J'ai évoqué pas mal des motifs tout à l'heure. Ces dépenses d'équipement atteignent 13 723 000. Elles sont principalement dues, comme je l'ai dit tout à l'heure, au report des différents travaux. Je ne redonne pas les détails, mais c'est vrai que c'était principalement la passerelle et la tranquillité publique, mais aussi quelques autres qui étaient touchés. Il faut y ajouter aussi le fait, c'est vrai que c'est un élément qui est important, vu le montant, qu'il n'y avait pas eu la facturation par Anne Massaglo en 2022 de plus de 2 millions, 2,3 millions pour les travaux du PEM. Ils sont dans les restes réalisés 2023, donc il manque sur l'année 2022. 2 graphiques ensuite pour illustrer ces éléments. L'évolution des dépenses d'équipement, oui c'est ça, avec 2 périodes comme vous le voyez. 2 périodes, la première période 2015-2018 et surtout on s'attache à la période 2019-2022 avec la perspective 2023. Ce graphique montre la croissance du niveau d'investissement sur la période 2019 et 2022 comparé à la période précédente. La moyenne des dépenses augmente de 5 millions environ entre ces 2 périodes. Donc même s'il y a eu un tassement sur la dernière année, on voit que la moyenne est intéressante. Elle est ici montrée à 17 millions. Donc on est bien sur quand même une pas une stagnation, c'est pas ça, mais des dépenses d'investissement en 2022 qui sont sur une diminution qui est toute temporaire. Le graphique sur l'évolution de l'épargne, toujours l'épargne en bleu, c'est brut, en net, c'est jaune. En 2022, le niveau de l'épargne augmente par rapport à 2021, mais il reste quand même, malgré tout, inférieur à celui de 2019. On est là aussi sur un effet de rattrapage. L'épargne nette, elle, en jaune, n'est pas tout à fait à la hauteur de 2020. Donc même si nos recettes augmentent, l'autofinancement dégagé, lui, est encore en deçà en 2020, début de la crise Covid. Ce sont des éléments à prendre en compte. Alors après, on tombe sur un graphique dont vous avez l'habitude. Je sais bien que pas beaucoup de monde le comprend, mais pour autant, c'est un élément obligatoire dans le débat d'orientation budgétaire. Il se mesure ce besoin de financement, évidemment, en section d'investissement. Il traduit l'évolution de notre besoin d'investissement, ça vous est noté dans le titre, mais il est égal à l'excédent des dépenses sur les recettes au cours de l'exercice. Donc en fait, si on s'attache, il faut savoir que si les ressources sont supérieures aux dépenses, le besoin de financement est négatif, et c'est le cas pour l'année 2022, comme vous le voyez. Pour 2022, le besoin de financement est bien négatif de moins 1 416 000. Il traduit donc la capacité de financement dégagée supplémentaire qui va alimenter notre fonds de roulement de la ville. Donc on est plutôt sur une position positive. Voici pour donc cette partie orientation budgétaire. Nous allons passer maintenant à ce qu'on appelle les éléments de prospective, cette fois-ci, de prospective financière. Et ce sont des éléments nécessaires pour nous projeter en 2023 et même au-delà. Donc 2 graphiques vont être examinés successivement. Le profil d'extinction de la dette et aussi le graphique sur l'évolution de l'annuité.
Le premier, donc, l'encours, ce profil permet d'envisager un recours à l'emprunt, comme vous le voyez, à hauteur de 3 millions en 2023. C'est la petite accolade. Et environ, à peu près, 3 millions, en gros, 3 millions d'emprunts annuels de 2024 à 2027. Et nous sommes évidemment à dette constante, c'est-à-dire sans augmenter l'encours de la dette. Donc, vu notre dette, l'état de notre dette, on peut aller un petit peu plus loin. Mais cela, évidemment, va entraîner une dégradation de notre encours de la dette. Donc, il faut aussi, si nous augmentons au-delà de ces 3 millions en moyenne, eh bien, il va falloir être raisonnable. Si nous regardons l'annuité de la dette, donc le poids de la dette chaque année, dès 2024, comme vous le voyez, il y a un décrochage. Notre annuité de la dette diminue de plus de 800 000 euros. Et en fait, c'est vrai que nous sommes là sur des emprunts anciens qui coûtaient cher et qui tombent. Donc, du coup, on rattrape un petit peu de capacité. Cela permet d'envisager un emprunt annuel légèrement supérieur, comme je le disais, et ceci d'un montant proche de 5 à 5,5 millions. Et ceci évidemment toujours à ratio de désendettement constant. Toujours pour se projeter, ce qui est intéressant, on a souhaité vous ajouter ça cette année parce que c'est une année de reprise après 2 années de Covid, mais une année quand même très marquée. Donc, nous avons 2 slides là qui vont vous permettre de voir notre projection en matière de dépenses de fonctionnement, mais aussi en matière de dépenses d'investissement. Puis nous irons un peu plus loin sur les investissements après. Nous avons des besoins importants en fonctionnement pour répondre aux attentes de nos habitants. Des besoins importants sur la période 2023-2026. On les estime, là, comme ça, à 3 200 000 sur cette même période-là. Il faut donc anticiper ces besoins-là. C'est pour ça que vous avez un certain nombre de projets qui sont en dessous, avec des montants indiqués. Attention, hein, les montants indiqués sont des montants annuels, mais c'est ceux qu'on trouve à la fin de la période. Ce n'est pas annuel depuis 23. Ils seront peut-être engagés entre 23 et 24 avec des montants, mais pas les montants à hauteur de ces montants globaux-là. Le montant de 600 000 ou 200 000 ou 225 000, c'est ceux que vous retrouverez à la fin de la période, à partir de 2026. Donc, on traduit des éléments de demande de besoins importants. Hein. Groupe scolaire Louise Michel, augmentation de la capacité du restaurant scolaire et des CLAE. Donc ça, vous savez que c'est un engagement fort. Des policiers municipaux supplémentaires, des agents pour les espaces verts et la voirie, hein, c'est tout notre travail aussi sur les espaces publics, des acquisitions, là aussi c'est notre feuille de route qui nous a engagés, on continue dans cette progression-là d'investissement et de fonctionnement, puisque ça coûte aussi en fonctionnement, 30 places de crèche dans une structure privée, une ouverture de crèche dans le nouveau groupe scolaire, et la mise en place du REF7, là aussi, hein, les 500 000, c'est à la fin, pour, là encore, travailler à notre attractivité et retenir les talents dans notre maison commune. Donc ça, c'est pour le fonctionnement. Pour le programme d'investissement, là aussi, il faut répondre aux défis de notre territoire. Nous avons des enjeux extrêmement importants en matière d'environnement, de mobilité, d'éducation, de sport, d'espace public urbain, de végétalisation, j'en passe, vous allez les voir après en détail. Donc une prospective pluriannuelle d'investissement de 128 millions au global, mais c'est surtout de 21,3 millions par an sur la période. Dès lors, au vu de ces montants nécessaires, que ce soit en fonctionnement ou que ce soit en investissement, et dans la perspective, comme je l'ai dit à plusieurs reprises depuis le début, de ne pas dégrader, en tout cas pas fortement, notre encours de la dette, ni de recourir de manière déraisonnée à l'emprunt, nous avons besoin d'un fort niveau d'autofinancement pour les années à venir. Ces besoins de financement et la nécessité de conforter l'autofinancement font apparaître un besoin de recettes supplémentaires de plus de 3,2 millions. Dans la mesure où nous choisissons de ne pas augmenter les recettes de nos services, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que les habitants subissent déjà suffisamment l'inflation, ce n'est pas en peine d'en rajouter, nous avons un moyen entre nos mains, qui est la hausse de la fiscalité, à hauteur de cette somme, ou en tout cas projetée. Et c'est pour vous illustrer cette proposition, qui est pour le moment une supposition,
que nous vous proposons une simulation. C'est le sens du tableau qui est projeté ici. En touchant le taux 2022, vous voyez le taux de 2022 de foncier bâti, ce taux de 31,53%. Si nous montons ce taux à 37,2%, on transforme ce taux donc, sur la base, en se reposant sur la base, enfin en tout cas en se reposant sur les bases attendues pour 2023, 53 400 000, le produit attendu 2023 pourrait s'élever à 19 867 684, soit une progression de 5,68 par rapport à 2022. C'est intéressant pour pouvoir travailler ensuite sur l'évolution de l'épargne et l'évolution de l'emprunt. Je vais peut-être passer, voilà. En ce qui concerne le graphique sur l'épargne, toujours dans cette perspective de simulation de l'évolution de la fiscalité, nous avons un accroissement significatif de notre épargne dès 2023 et elle pourrait approcher pas loin des 10 millions, ce qui permettrait d'assurer un autofinancement important qui nous autoriserait de fait à un recours à l'emprunt maîtrisé. Quand on regarde donc en complément le graphique suivant, les conditions d'emprunt se sont dégradées sur 2022 et même déjà encore au début de cette année. Les taux en janvier sont supérieurs à 4,5%, ce qui n'est pas rien. Donc, au vu de ces éléments, il faut privilégier l'autofinancement afin de ne pas peser durablement sur le budget de la ville. Les intérêts importants, si on avait des taux d'emprunt trop importants, ces intérêts importants affecteraient l'épargne future de la ville. Avec notre simulation, un montant proche de 9,3 millions, comme vous le voyez, pour le BP 2023, pourrait être inscrit. Je ne sais pas pourquoi le symbole. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que je sens de temps en temps des petites coupures. Cette somme serait ramenée à 5 millions OBS. Ça, c'est une pratique que vous connaissez, que nous avons toujours. Donc, 9,3 millions pour le BP, ramené à 5 millions OBS avec la reprise des excédents 2022. Le recours à l'emprunt serait donc mesuré pour 2023 et ce donc proche des années précédentes. Voici pour la simulation et la prospective financière telle que nous pouvons l'envisager sur l'année 2023. Et nous avons maintenant à aborder la prospective qu'on appelle pluriannuelle d'investissement. On en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'était important de revenir plus dans le détail. Nous avons évoqué précédemment une prospective de plus de 21 millions par an d'investissement jusqu'en 2026, grâce aux éléments financiers présentés. C'est rendu possible par l'accroissement, comme on l'a dit, de l'autofinancement et par un recours raisonné à l'emprunt. Je le répète, mais c'est important d'avoir ces deux axes-là. La proposition d'évolution de la fiscalité permettrait de préserver la situation financière saine à long terme, tout en répondant aux besoins des habitants et aux défis territoriaux. Dans cette prospective annuelle d'investissement, nous trouvons deux grandes catégories. Les dépenses récurrentes qui vous sont présentées là, à hauteur de 7,6 millions par an. Elles se répartissent, comme vous le voyez, en espace public, patrimoine bâti, acquisition foncière et véhicules et engins, donc avec des montants différents, mais des montants importants. Et puis, vous avez ce graphique représente la répartition, et c'est assez intéressant parce qu'on voit les grandes catégories. Mais vous avez ensuite la présentation des grands investissements qui se répartissent de 2021 à 2026 en opérations terminées. Vous reconnaissez ces différentes opérations. Nous avons un tout petit peu innové cette année, c'est-à-dire que nous avons tenté de vous montrer les grandes thématiques sur lesquelles, ou les grandes politiques publiques sur lesquelles, auxquelles rattacher ces opérations. Donc, des opérations terminées et enfin, des opérations en cours, travaux ou études en cours et prévisions. Donc, je ne vais peut-être pas en faire une lecture exhaustive, mais ces travaux et ces études en cours et prévisions sont, pour cette partie-là, à 67 941 000. Ils concernent principalement les espaces publics, l'écologie et urbaine. Vous y reconnaissez des grands dossiers qui transforment la ville, la piétonisation, le tram dans sa phase 2,
la passerelle sur l'Arve qui va s'accomplir, les travaux du PEM pour la fin, les Chablais Park, bien sûr, écoquartier. Enfin, vous avez une nomenclature aussi, un classement décroissant des montants financiers, mais pour autant, on va retrouver ces éléments au fur et à mesure de la période concernée. Pas oublier non plus l'écoquartier de Château-Rouge, les serres urbaines, agriculture urbaine, le nœud des Trembières, secteur Arves-Bourraz, et puis le cœur de quartier de Romagny qui commence également. Je ne cite pas tout, je vous laisse faire la lecture. Si on continue, en enfance et éducation jeunesse, l'école Louise Michel, Nelson Mandela, l'école Louise Michel, travaux, mais également acquisition, le pôle petite enfance avec sa rénovation thermique, parce que ce sont des éléments extrêmement importants pour l'ensemble de nos bâtiments publics, Mermoz avec l'extension du restaurant, le centre de loisirs MJC Romagny, et la rénovation de l'école Bolivron, donc une politique très prioritaire. En urbanisme, on retrouve des éléments, bon, c'est peut-être un peu transversal, mais des éléments liés à l'aménagement du parc du Broye, et puis des acquisitions, et puis ce que nous commençons toutes les acquisitions qui vont petit à petit se mettre en place pour les lots de faux. En bâtiment, nous avons des prévisions par rapport au CTM, mais aussi avec l'hôtel de ville pour les rénovations thermiques. La tranquillité publique, qu'on a évoqué déjà précédemment, avec les locaux qui s'installeront bientôt, qui ont été révisés, mais qui continuent. Puis, nous passons, il doit y en avoir encore la culture, maison des mémoires, rénovation d'auditorium, le local de Romagny et des espaces culturels et citoyens à la Villa Tiberghen. Les sports, terrain de rugby, stade Jantet, boucle sportive, et puis les solidarités avec un petit montant, mais qui préjugera là aussi de travaux futurs, ou en tout cas d'aménagements futurs. Soit au total, pour les grands projets, 82 131 748 et les dépenses récurrentes, 45 600 000, soit un montant de 127 731 748 pour la période concernée. Donc, de l'ambition et la nécessité d'avoir les finances pour ça. Peut-être juste une petite conclusion. Face à ça, vous l'avez déjà lu dans le débat, dans le ROB, dans le rapport d'orientation, mais je tenais à le dire. Face à ces perspectives de dépenses de fonctionnement et de dépenses d'investissement, notre volonté de gestion rigoureuse et saine nous engage à ne pas alourdir nos finances et notre dette. Nous aurons dans les prochaines années des efforts conséquents à faire en investissement, mais également en fonctionnement, et ceci sur plusieurs années. Ni la dégradation de notre capacité d'épargne, ni le recours massif à l'emprunt ne sont envisageables. L'État, en partie, se désengage, en tout cas de manière un peu inactive. Nous choisissons de continuer à faire progresser Annemasse sans hypothéquer son avenir. Dès lors, pour pouvoir maintenir notre capacité d'épargne future et porter l'ensemble de ces investissements, nous disposons d'une solution équilibrée avec la simulation d'une augmentation d'impôts, outil redistributif par excellence. Merci beaucoup Dominique pour cette présentation très complète qui donne tous les éléments nous permettant de réfléchir à la manière dont on va élaborer le budget 2023. J'ouvre le débat, bien évidemment, sur les demandes, les réactions, les questions qui peuvent se poser par rapport à la présentation très complète qui vient d'être faite. Qui est-ce qui souhaite la parole? Monsieur Gaconnet. Oui, bonsoir à tous. Bon, c'est une demi-surprise. C'est vrai que j'en arrive déjà à l'augmentation des taux qui, dans un budget, est forcément ce qui peut cristalliser. C'est vrai que ça fait plusieurs années que vous citez votre gestion rigoureuse. Alors on peut dire que cette augmentation des taux est là pour anticiper un petit peu ce qui va venir. Si on regarde ça d'un point de vue du mandat, de ce seul mandat, on pourrait se dire, bon, ça peut arriver, l'énergie augmente, sauf que vous en parliez déjà l'année dernière au DOB, alors même que l'énergie n'avait pas encore flambé, donc il y a des fois des excuses qui tombent plutôt bien. Et puis si on regarde ça sur une période un tout petit peu plus longue, il est vrai que vous êtes un peu coutumier du fait, enfin en tout cas votre équipe, votre majorité est coutumière du fait.
d'augmenter les impôts systématiquement, soit 2 ans, soit 3 ans après les élections. Donc tous les 6 ans, vous êtes réélus, ce qui, je vous en félicite encore une fois, mais tous les 6 ans, à intervalles ou intermédiaires réguliers, vous augmentez les impôts sans forcément que cela n'apparaisse dans vos programmes. Et c'est vrai que c'est là où moi j'ai un petit peu de difficulté, parce qu'à chaque fois vous pourrez dire oui, il y a l'effet ciseaux, oui, il y a le RIF7, oui, il y a l'énergie, oui, il y a le Covid, ou oui, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Il n'empêche que depuis 2008, chaque mandat, vous augmentez les impôts. Et puis vous ne l'augmentez pas, bien sûr, 1 an avant les élections. C'est toujours dans une période un peu creuse où les gens, après, ont tendance un peu à oublier. Et je trouve ça un tout petit peu insincère, en tout cas de ma fenêtre. D'autant que on a bien compris les besoins futurs, mais je trouve aussi que les recettes sont, pour ma part, je ne veux pas dire incorrect ou insincère, mais je trouve quand même que dans une ville qui accueille de plus en plus d'habitants chaque année, alors un tout petit peu plus chaque année, on lit tous les articles où le nombre de frontaliers explose, qu'il y en aura encore beaucoup plus dans les prochaines années, et avec un taux de change très très favorable. Je suis quand même assez surpris de la projection 2023 je suis en train de retrouver le tableau, je m'excuse, 2023 pour les cotisations des fonds frontaliers qui s'estiment au même montant que cette année. Donc moi je suis quand même assez étonné. Il y a l'augmentation aussi des revenus du casino. Enfin, on a plein de choses qui augmentent et finalement c'est toujours pas assez pour couvrir ce qui va venir. Alors soit vous avez été trop ambitieux dans votre programme et vous voulez mettre le paquet dans les 3 derniers mandats à des fins politiques, et je trouve ça restera moyen. Les 3 dernières années du mandat, toujours est-il que vous avez eu le Covid, et donc je veux bien vous donner le bénéfice du doute là-dessus. Il n'empêche que par rapport au taux, vous l'avez expliqué, les bases vont augmenter également. Le taux de la ville va augmenter également, c'est-à-dire que la finalité va être colossale. L'agglo va augmenter aussi. Alors, c'est-à-dire une partie sur les résidences secondaires, donc ça, je fais abstraction parce qu'après tout, les résidences secondaires sont un autre débat. Mais quand Madame Lachenal, vous dites, on ne veut pas augmenter les recettes de la ville, entre guillemets, sur le quotidien des Annemassiens, je suis désolé, une augmentation des taux d'imposition, que vous le vouliez ou non, vous le prenez quand même sur les propriétaires annemassiens. Et ça, voilà, donc que vous le preniez dans la poche gauche ou dans la poche droite, au final, pour moi, vous prenez quand même aux Annemassiens. Après, c'est peut-être pas la même population qui est visée. Ça, je veux bien le... Mais au final, ça reste quand même les classes moyennes qui vont encore payer, parce que eux aussi vont devoir payer plus d'énergie, eux aussi vont devoir payer plus d'impôts. Et même si je sais que M. Boucher est un fan de l'impôt parce que c'est la meilleure redistribution possible, je pense qu'à un moment donné, il y a peut-être autre chose à revoir. À revoir, c'est soit des projets peut-être un peu moins... on va dire, stratégique. Je vois là encore la Maison de la Mémoire, ça fait 5 ans qu'elle apparaît. Je suis désolé, il y a un moment donné, c'est soit on l'a fait en 2020, parce qu'on l'a annoncé en 2020 ou en 2019, je ne sais même plus quelle année c'était, soit on se dit, bon, bah voilà, on la remet au calendrier grec parce qu'on n'a pas l'argent, parce que ça va coûter trop cher. Et puis voilà. Et donc, oui, effectivement, il y a des choix à faire. Alors vous allez me dire, bah, M. Gaconnet, c'est facile, qu'est-ce que vous enlevez ? Ah oui, bah alors on peut prendre ligne par ligne, qu'est-ce qu'on enlève ? Mais il y a un moment donné, si on n'a pas les moyens parce que ce qui arrive est pas possible, eh ben c'est pas possible. Je vous rejoins sur un point, et pour une fois, je ne vais pas le critiquer. Je le critiquais souvent, c'est l'impact des charges du personnel dans les dépenses totales. Là, on va passer au-dessus des 60%. De toute façon, j'ai bien compris que c'était une directive majoritaire. Malgré tout, je suis d'accord avec vous qu'il faut effectivement rendre notre ville attractive pour ses agents, pour avoir le meilleur service. Je ne vous attaquerai même pas sur ça. Par contre, pour tout le reste, c'est vrai qu'effectivement, j'ai l'impression qu'on vit un peu, qu'on se donne enfin voilà, on a envie de faire de cette ville un bateau avec des investissements qui aujourd'hui, quand je vois les passerelles à 3 millions, à 3,5 millions, moi je la voulais cette passerelle. Il y a un moment donné, si c'est trop cher, c'est trop cher. Je veux dire, c'est pas une honte de la décaler un peu plus tard. Les taux, vous l'avez dit, vont augmenter. Les taux vont augmenter fortement d'ailleurs, et nos projets aussi. Donc là, c'est vraiment, tout est là pour augmenter, malgré le fait, et je le redis, que nos recettes de fonctionnement augmentent aussi. Et c'est flagrant. Et qu'elles aient été un peu minorées pour faire passer l'augmentation en 2023 du taux d'imposition, plutôt que de les...
il y a le côté optimiste et il y a le côté pessimiste. Alors vous allez me dire, nous, dans la gestion rigoureuse, on est toujours dans plus ou moins le pessimisme, comme ça, on n'a pas de mauvaises surprises. Mais il n'empêche que moi, je suis désolé, je vois des montants qui sont budgétés pour 2023 dans les recettes, qui pour moi sont minorés. Je ne comprends pas pourquoi on a une baisse, par exemple, du casino, alors que 2019 était à 3,6 millions, qu'on remonte sur une... Pourquoi il y aurait une baisse du casino à 3,3 millions? Pourquoi? Parce que les gens ont tout claqué à la sortie du Covid, ils étaient tout contents de retourner. Voilà, donc je trouve qu'il y a des choses qui ont été faites de manière arbitraire dans les recettes. Alors voilà, pour justement évoquer et faire passer cette augmentation en 2023. Je ne veux pas dire qu'on aurait pu se laisser une année supplémentaire. Ça nous rapprochait des élections et c'est peut-être moins porteur pour vous pour le futur. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, les classes moyennes, en tout cas celles qui ont la chance d'avoir du patrimoine annemassien, vont payer vraiment beaucoup plus d'impôts. Voilà, donc je pense qu'il y a peut-être, puisque c'est un débat, donc on peut débattre et peut-être trancher aussi sur ça, et je l'espère. Il y a peut-être la part de se dire, finalement, oui, on est obligé, parce que nous, on a notre programme, on veut le réaliser, ok, et de se dire, on en prend un peu sur les recettes du quotidien, on va dire un peu la cantine, un peu. Il y a pas, oui, c'est flatteur de dire on n'a pas augmenté la cantine. Voilà, on est la seule ville de Haute-Savoie à pas augmenter la cantine et on en est fier. Oui, peut-être, mais au final, ce que vous prenez d'un côté, vous le reprenez de l'autre. Donc indirectement, si. Donc voilà, bon après, bref, vous avez compris, moi je ne cautionne pas je préfère être un peu moins dans les excès des 21 millions d'investissements, même s'il faut un jour arbitrer des projets, c'est aussi la responsabilité d'un élu d'arbitrer les projets. Et puis par rapport à la pyramide des âges, je referai la même remarque que l'année dernière. On a une pyramide qui est vieillissante, on sait les difficultés, on met l'attractivité, vous mettez en face de l'attractivité. Il faut continuer ces efforts-là. Je ne sais pas quel support il peut y avoir, que ce soit des forums pour les jeunes, pour attirer la jeunesse dans les emplois municipaux. Voilà, mais en tout cas, il faut vraiment se pencher là-dessus parce que ça va devenir très complexe, même si la retraite a de fortes chances de prendre encore un peu, d'augmenter dans l'âge. Il faut quand même se pencher dès maintenant sur ce problème. Merci pour votre contribution. Merci. Monsieur Boucher. Oui, merci Monsieur Gacquenay. Je vais vous répondre. Vous me provoquez en tant que fan de l'impôt. C'est très légèrement exagéré, Monsieur Gacquenay. Mais effectivement, puisque vous avez parlé de sincérité et d'insincérité, quand on s'adresse aux citoyens, on ne peut pas leur faire croire que les collectivités peuvent créer des services, les collectivités peuvent investir sans qu'elles aient des recettes. Voilà, ça c'est de l'insincérité. Et moi, je pense qu'effectivement, une des recettes, c'est l'impôt. Et la seule recette, la seule marge que nous ayons maintenant, c'est effectivement l'impôt sur la taxe foncière, puisqu'il n'y a plus d'impôt sur la taxe d'habitation. Et je pense qu'on peut s'adresser à l'ensemble de nos citoyens ce soir, c'est que plus personne ne va payer d'impôt sur la taxe d'habitation. C'est-à-dire, vu du côté des communes, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, j'en suis pas sûr. Vu du côté des citoyens, c'en est une. Voilà, puisqu'ils ne déboursent plus cet impôt-là. Donc voilà. Il n'empêche que... mes chers collègues, qu'est-ce qu'on a comme choix qu'est-ce qu'on a comme choix là? Je n'ai pas fait la liste de tous les choix possibles. Ne plus investir, c'est une possibilité. Ne plus rien faire, c'est une possibilité. Ça va nous être beaucoup reproché. Diminuer le service aux habitants, c'est une possibilité. Ok, ça va nous être beaucoup reproché. Augmenter le prix des services. Augmenter le prix, c'est une possibilité, vous l'avez cité, Monsieur Gacquenay, certaines villes le font, d'autres ne le font pas. Voilà, ça va nous être beaucoup reproché aussi. Ou augmenter le seul paramètre qui nous reste, c'est-à-dire le taux des taxes foncières ou le taux des taxes d'habitation, donc des résidences secondaires. Voilà le choix que nous avons. Il est entre ça et ça. J'ai envie de dire, il n'y a pas de bon choix. Il n'y a pas de bon choix, mais il y a des choix moins mauvais que les autres. Voilà, et celui vers lequel Dominique Nachtal nous conduit quelque part, là, est je pense, le meilleur choix.
Voilà. Le meilleur choix parce que, effectivement, elle touche une partie de la population qui est la population qui est propriétaire, effectivement. Donc moi je le suis, enfin voilà, sans doute autour de la table nous le sommes assez nombreux propriétaires. Voilà, il y a certains propriétaires qui louent avec un rapport qui n'est pas négligeable et qui n'est pas en baisse, qui s'appelle les loyers. Il y a un certain autre propriétaires qui vendent avec un rapport qui n'est pas négligeable, c'est l'augmentation de la valeur foncière qu'il y a eu toutes ces dernières années, qui n'est pas négligeable non plus. Voilà, donc il y a aussi des propriétaires qui ont peu de revenus. Il y a des personnes âgées qui sont propriétaires qui ont peu de revenus. Il faut le savoir aussi. Il y a quelques possibilités donc j'ai perdu d'abaissement des taxes, d'exonération des taxes qui existent pour certains propriétaires qui ont peu de moyens. Voilà, bon. Je pense que là, on travaille quand même, et ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire, et je le dis devant l'ensemble des citoyens, et hélas, ils ne sont pas assez nombreux à nous regarder, mais on travaille à cœur ouvert, là. C'est-à-dire non seulement on parle de la situation, mais on parle de l'avenir, de la fin du mandat, de ce qui reste à faire, etc. Et je pense que c'est très bien de fonctionner comme ça. Je vous félicite, Madame Lachenal, ainsi que les services, d'avoir montré toutes ces perspectives qui sont là. Effectivement, nous avons de nouvelles dépenses de fonctionnement qui sont à venir. Alors, je ne sais pas, moi, celles on pourrait ne pas faire, l'ouverture d'un nouveau groupe scolaire. Madame Lounis, je ne pense pas que ça soit possible de ne pas l'ouvrir. L'augmentation de la capacité du restaurant scolaire. On n'a pas Madame Matougui ce soir, mais je pense qu'elle nous dirait qu'il ne faut surtout pas supprimer ça et qu'il faut augmenter encore plus. Les policiers municipaux supplémentaires. Je ne vois pas qui va dire on n'a pas besoin, effectivement, de réguler les comportements dans la ville. Les agents des espaces verts et voiries. Effectivement, nous végétalisons plus et nous allons végétaliser encore plus au niveau de la piétonisation. Il va falloir faire de l'entretien. Et c'est plus long et plus difficile de faire de l'entretien sur des parties végétales que sur des parties minérales. Il faut le savoir. Donc c'est nécessaire aussi si on veut que ça soit bien tenu. L'acquisition de 30 places de crèche dans le privé et l'ouverture d'une crèche de 30 places aussi, avec personne aussi ne va dire il faut pas le faire. Voilà, ce sont des choses qui... C'est pas seulement que c'était dans notre programme, c'est que c'est une nécessité. Et d'ailleurs, c'est parce que c'était une nécessité que c'était dans notre programme. Voilà. Et puis le RIF7, c'est-à-dire les augmentations qu'on envisage sur nos personnels. Voilà. Personne, et vous ne le dites pas, Monsieur Gaconnet, et je vous en remercie, personne ne peut dire ici que les fonctionnaires municipaux, comme les fonctionnaires en général, mais les fonctionnaires municipaux sont trop payés, surtout dans cette région, où je pense que collectivement, et de la droite à la gauche, on demande une prime vie chère, qui, si jamais elle était accordée, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Monsieur Darmanin n'a pas l'air de dire que ça va dans ce sens-là, même si ça a été demandé par différentes personnes de tous horizons, ça aurait une conséquence sur nos finances. Voilà. Mais ça serait souhaitable quand même. Voilà. Tout comme l'augmentation du SMIC. Ça a une conséquence sur nos finances. Mais c'est quand même souhaitable. Voilà, donc je pense qu'effectivement, on travaille à cœur ouvert avec ces dépenses-là. Et moi, je ne vois pas comment on peut ne pas aller vers ces dépenses-là parce qu'elles sont nécessaires. Et je pense qu'il faut en trouver les recettes et anticiper les recettes. Alors, ce que je conclus de M. Gaconnet, c'est qu'il nous laisse le choix entre augmenter cette année ou augmenter l'année prochaine. Lui, il ferait l'année prochaine, peut-être. Mais enfin, bon... Ça veut dire que quelque part, vous reconnaissez que cette augmentation, elle est ou elle sera nécessaire. Voilà, donc je pense que ce qui est proposé là est la meilleure façon d'arriver à maintenir nos services actuels sans les augmenter, parce que moi je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important, et puis continuer à apporter ces services avec les nouvelles réalisations qui sont proposées.
Et je vais juste finir en disant, vous l'avez peut-être pas remarqué, M. Gacquenay, dans la longue liste que vous appelez catalogue habituellement de nos réalisations, mais nous avons fait des choix, M. Gacquenay. Nous avons fait des choix. C'est vrai que la maison de santé a déjà disparu, c'est vrai, heureusement. Non, non. Non, c'est pas celle-là, mais on y reviendra. J'aurai l'occasion d'y revenir. Oh, vous êtes inattentif dans la liste, M. Gacquenay. Ouais, je la lis plus, ça me fait trop rêver en fait. Non, moi je vais juste revenir sur oui, bon, alors après la posture de Michel Bouchier, je la comprends, c'est votre rôle aussi, et là-dessus c'est un jeu politique, mais moi je reviens juste sur l'histoire des augmentations des taux, et finalement sur qui ça va être répercuté, c'est-à-dire les propriétaires. Il ne faut pas oublier que ces gens-là aussi, propriétaires d'ailleurs ou locataires, mais on est quand même majoritairement dans des copropriétés ici à Annemasse, que les charges de copropriété vont littéralement exploser dès le mois de juin. Elles ont déjà commencé, mais elles vont vraiment doubler au mois de juin. L'augmentation des impôts, et en fait, je vais être très clair avec vous, un propriétaire, vous l'avez dit d'ailleurs, il y en a qui ont des loyers grassement, etc. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout ça va être répercuté finalement encore un peu plus sur les loyers, et finalement les gens vont encore avoir de plus en plus de difficultés d'accéder au logement ici à Annemasse. Alors vous allez me dire, oui, vous êtes un peu, c'est pas les 30, 40 euros au final, 50 euros que ça va représenter sur leur fiche d'impôt, que voilà, mais en fait c'est l'accumulation qui va faire que, et c'est vrai que voilà, ça va poser, à mon avis, des soucis au final pour les propriétaires, qu'ils soient d'ailleurs occupants, et vous l'avez dit, d'ailleurs il y a des propriétaires, et vous avez raison, qui ont de faibles revenus, mais qui ont la chance d'avoir un toit sur la tête, le leur en tout cas, qui vont se retrouver voilà, entre ça, plus ça, plus ça, plus ça. Je peux vous dire qu'à la fin de l'année, la fin du mois déjà, il y en a, même au milieu du mois, il y en a déjà qui comptent. Madame Louis. Oui. Bonsoir à tous. Eh ben moi, je veux exprimer ma satisfaction en fait des choix qui sont faits et du budget qui nous est proposé ce soir, parce que pour le vivre en direct sur les services demandés par les familles, ce sont des demandes qui sont en augmentation d'année en année, puisque la population scolaire augmente. La population d'Annemasse augmente, donc on a fait référence aux crèches tout à l'heure. Nombreuses sont les familles justement qui demandent un accès aux crèches et qui ont besoin qu'on y travaille et qu'on leur fasse des propositions. Et puis sur ce que vous avez dit, Monsieur Gacquenay, par rapport à l'augmentation des tarifs, eh ben moi je nous félicite justement de pas y avoir touché. Parce que la majorité de la population qui fréquente les services périscolaires, ce sont des gens qui appartiennent vraiment aux tranches COEF les plus basses et qui ne peuvent pas supporter cette augmentation-là. Donc, pour moi, les choix qui sont faits, à savoir d'augmenter, du moins de construire une école presque par mandat, ben, c'est répondre aussi aux besoins de la population. Le besoin d'augmenter le personnel encadrant. Faut pas oublier que depuis qu'on accueille des enfants à besoins particuliers, si on veut leur assurer la sécurité et l'accès aux services périscolaires et extrascolaires, il nous faut du personnel. Et donc, que ce soit en termes d'investissement que de fonctionnement, je remercie justement mes camarades pour avoir fait les choix qui sont les nôtres aujourd'hui. Merci. Monsieur Gacquenay, je vous redonne... Je conclurai là-dessus, parce que oui, je vous en c'est un débat, donc c'est bien, mais on pourrait rester longtemps. Mais en fait, j'ai de plus en plus de mal à entendre cet argument de dire la population a de plus en plus de besoins, veut toujours plus, veut si, et la population augmente. Si la population, elle augmente, il y a un moment donné, il y a des recettes qui augmentent aussi. Donc, je veux bien, on n'accueille pas non plus toute la misère du monde. Il y a des gens qui viennent pour travailler en France, il y a des gens qui viennent pour travailler en Suisse. On voit bien que la ville d'Annemasse est la plus grande ville qui prend les compensations genevoises. Donc il y a quand même des recettes qui arrivent. Donc, et je le redis, les demandes des habitants, et vous allez me dire, mais vous êtes complètement fou de dire ça.
Il y a un moment donné, c'est pas parce que, vous allez me dire, je vais volontairement marquer le trait pour bien que vous compreniez. S'ils veulent des bus avec des roues en or, on va quand même pas à chaque fois. C'est pour ça que j'ai dit, je vois lever les épaules, c'est pour ça que j'ai dit que je marque le trait volontairement. Il y a un moment donné, la ville est en capacité de dire, bah, écoutez, non. Alors, c'est toujours bien de dire oui, c'est sûr, mais si c'est toujours au détriment d'augmenter les impôts et faire payer les autres, eh ben, il y a un moment donné, alors oui, les places de crèche, il en faut, bien évidemment, on est parti avec tellement de retard qu'aujourd'hui, bien sûr qu'il aurait fallu créer des crèches plus tôt, faire peut-être d'avoir des choix différents il y a peut-être 10 ans en arrière, bien évidemment. Les permis de construire qui ont été délivrés, ça a généré des habitants en plus, des enfants en plus. Ça aurait dû être compensé. Quand on dit qu'il faut une école par mandat, c'est bien à un moment donné parce qu'on était en retard. Et toutes les communes ne font pas une école par mandat. C'est qu'à un moment donné, on a distribué des permis de construire sans se soucier des besoins qu'avaient effectivement les habitants à cette époque-là. Vous êtes en place depuis 45 ans. Non, peut-être un peu. Oui, 45 ans. Oui, 45 ans. Et bien, il y a un moment donné, c'est un demi-siècle. Donc, certes, aujourd'hui, vous me dites, oui, mais il y a des besoins, il faut de la crèche, il faut... Oui, alors vous héritez aussi un peu du retard passé. Et il y a aussi... Enfin voilà, tout ça mis bout à bout, le fait de dire à chaque fois, il y a des habitants en plus, il y a des besoins, qui en veulent plus. Aujourd'hui, on est dans une génération Amazon où il faut guiser tout le lendemain pour... Enfin, il faut être livré le lendemain matin, sinon il y a un problème. Et bien, il y a un moment donné, en tant qu'élu, il faut dire, écoutez, c'est pas possible parce que financièrement, ça passe pas. Voilà, c'est aussi le courage d'un élu de dire, écoutez, on n'est pas non plus chez Amazon ou Facebook ou Netflix. Merci, Monsieur Gacquenay. Je pense que on a une conception du courage politique peut-être un peu différente. Voilà. Je pense que ce qui vous est présenté est courageux en termes de politique. Et courageux parce que, et je reviendrai pas sur la partie un peu politicienne de vos interventions. Je vous remercie par ailleurs de la partie constructive et des questions de fond que vous avez posées. Je ne vais pas polémiquer sur l'augmentation, enfin s'il faut le faire cette année ou l'année suivante ou autre. Je pense qu'on n'en est pas là. Mais je voudrais non pas reprendre évidemment l'exposé de Dominique Lachenal, mais bien remettre l'accent. Et après les interventions de Michel Boucher et de Louise Alounis, c'est plus simple, même si je vais faire quelques petites répétitions. Oui, nos finances sont saines. Oui, nos finances sont saines. Et nous en sommes fiers. C'est parce que nous avons su, depuis 45 ans, gérer très correctement cette ville en matière financière. Et quand on regarde les encours de la dette, quand on regarde la manière dont les chiffres qui ont été cités tout à l'heure, je ne veux pas les reprendre parce que ça ferait redite, on se rend compte que par rapport à l'ensemble des villes moyennes françaises, Annemasse est dans la tête des villes plutôt bien gérées en matière de dette et de maîtrise de ses dépenses. Oui, et pendant ce temps, on a dans le même temps assumer un certain nombre de transformations fondamentales de cette ville. Vous n'allez pas nous dire que la ville n'a pas bougé. Vous n'allez pas nous dire qu'il n'y a pas eu des investissements. C'est évident. Alors on peut, et peut-être que vous auriez fait majoritairement d'autres choix. C'est logique, c'est la politique. Mais nous, les choix qu'on a faits, on les a faits en fonction, c'est vrai, de la vision qu'on avait de la ville, mais surtout de la vision des habitants de la ville. Voilà, et des besoins des habitants de la ville. Si notre priorité a toujours été la jeunesse et l'école, c'est un choix politique. Voilà. Si notre priorité, elle devient aujourd'hui aussi la transition écologique, et on l'a vu dans les demandes qui sont faites pour les projets qui sont à venir, c'est un choix politique. Donc des choix, on ne fait que ça. On ne fait que choisir. On ne fait peut-être pas les mêmes que ceux que vous feriez, mais on fait que choisir. Je voudrais quand même revenir sur un point... Enfin, une expression qui m'a gêné dans votre intervention, et c'est dans votre dernière intervention. On a distribué les permis de construire. Vous ne pouvez pas utiliser de cette forme. Les permis de construire, ils sont donnés par rapport à des règles. Ces règles, ça s'appelle un PLU. Nous allons avoir une délibération qui va modifier le PLU, qui va ajouter des éléments à ce PLU. Eh bien, on n'a pas distribué. On a organisé l'arrivée d'une population. Et jusqu'à nouvel ordre, ni nous, on pense construire un mur autour d'Annemasse. Et parce que c'est une région attractive et on sait. Et on a l'obligation d'accueillir un certain nombre de gens. Alors, on a aussi l'obligation de contrôler, de limiter
de maîtriser cette arrivée. Et petit à petit, on l'a fait. Et si vous regardez bien les évolutions de la population, aujourd'hui, l'évolution de la population, on a gagné, je ne sais plus, à peu près 1,5% là, 2,3 là, d'habitants. Aujourd'hui, notre objectif, quand on regarde sur le temps long, on est plutôt à 1,8. Et je vous rappelle que notre objectif du SCOT, elle est à 1%. C'est-à-dire que là aussi, on se donne les moyens de maîtriser, pas de bloquer, de maîtriser notre développement. Donc, j'espère que cette phrase a dépassé votre pensée, parce qu'on ne distribue pas les permis de construire. Voilà, j'ai été un peu choqué par cette phrase, mais dans un débat, on peut toujours avoir un mot qui va au-delà de sa pensée. Je reviens sur la situation réelle de cette ville et le contexte en particulier. On n'a peut-être pas encore assez parlé, vous l'avez dit, tout le monde l'a dit, des coûts qui frappent toutes les collectivités. L'énergie, c'est en gros pratiquement 2 millions plus 1,8 million. Voilà, l'énergie, c'est ça, le coût de l'énergie. Qu'est-ce qu'on fait? Et je veux vous dire qu'on fait des économies en matière d'énergie. On nous reproche même d'avoir fermé, par exemple, un boulodrome. On nous reproche des choses de ce genre. On sait faire aussi des choix. Et puis, on sait bien que l'inflation courante aujourd'hui, elle est à 6 ou 7%. Elle touche toutes nos dépenses, y compris nos dépenses d'investissement, parce que, et vous êtes à la commission d'appel d'offres, vous savez bien, quand on ouvre les enveloppes, on est un peu surpris par ce qu'on trouve dedans. C'est-à-dire que les chiffres ont été élevés, ce qui nous a obligés d'ailleurs à reculer un certain nombre d'investissements qu'on devait faire, parce qu'on a dit non aux propositions de prix qui étaient faites par les entreprises, et on a rediscuté, renégocié pour pouvoir le faire. Ce qui nous a permis de prendre un peu de retard. Alors avec tout ça, aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de dire on arrête, ou on fait moins, ou on fait autrement. Non, on a des défis à relever. Et les propositions qui sont faites dans l'orientation générale du budget sont capables de relever ces défis. Ces défis en fonctionnement, je n'y reviens pas parce que Michel Boucher l'a extrêmement bien, et Louise Alunis l'ont bien expliqué, ces défis en fonctionnement, vous l'avez vu, c'est un total de 3,2 millions en 2026 cumulés que nous aurons à assumer. Est-ce que sur cette slide que vous avez vue, on enlève quelque chose? Est-ce qu'on enlève des crèches? Est-ce qu'on enlève des animateurs pour les CLAE? Est-ce qu'on diminue la restauration? Non, non. Et vous ne le proposez pas d'ailleurs, et c'est bien normal. Non. Donc ça, c'est un défi, il faut qu'on l'assume, il faut qu'on le refasse. Et je vous remercie de dire, comme nous, qu'il faut avoir un autre défi, c'est-à-dire celui de payer nos fonctionnaires de manière à les fidéliser. Et donc ça, voilà, c'est des choix qui sont faits. Et si on n'a plus personne qui vient et qui est employé, on aura beaucoup de mal à gérer les choses. L'autre défi, c'est que c'est notre programme, oui, bien sûr. Mais en effet, on peut reculer, on peut ne pas faire des choses. L'autre défi, on avait dit 20 millions par an d'investissement au début. On a pris un peu de retard, y compris pour les raisons que je viens d'expliquer. Sur les années qui restent, ça fera 21 millions, mais globalement, on reste aux 20 millions, on n'a pas bougé les choses, et les 128 millions en 6 ans qui nous restent à faire, c'est important, mais on a fait des choix. Et Monsieur Boucher vous a un peu provoqué. Je vais vous le dire, oui, j'ai dit non aux Halles, et je le regrette. Je le regrette, parce que c'est vraiment un projet auquel je tiens. Eh bien, il y a un moment donné, voilà, j'ai dit non. J'ai dit non à un autre projet, Madame Lounis y tenait beaucoup, à la cuisine centrale. Ben oui, on a dit non, parce qu'on n'y arrivait pas. Voilà, on a fait aussi des choix. On a fait ces choix. Alors, c'est peut-être pas ce que vous auriez fait, peut-être. Ça, c'est le débat normal, le débat politique. Mais on a fait ces choix, et aujourd'hui, le choix que l'on fait, c'est de dire que la liste que vous avez vue là tout à l'heure, on va la réaliser. On va la réaliser et on va se donner les moyens de la réaliser. Alors, comment on se donne les moyens de la réaliser? D'abord, avec des capacités d'emprunt, mais, et vous savez qu'on a des capacités d'emprunt, les graphiques l'ont montré, mais aujourd'hui,
Moi, j'aimerais bien qu'on emprunte le moins possible en 2023. C'est bien la première fois que je dis ça. Vu le taux, les taux qui arrivent, quasiment à 5%, un emprunt à 5%, d'année en année, on va le payer. Hein. Donc, c'est aussi un choix pour lequel l'augmentation des impôts, elle a lieu cette année et pas l'année prochaine. Ce n'est pas un choix politique ou politicien. C'est un choix parce que, ben voilà, je préfère qu'on n'emprunte pas cette année et je préfère que l'année prochaine, peut-être, que les taux diminueront et qu'on pourra emprunter dans de meilleures conditions. Donc, ce que nous vous proposons, c'est bien de poursuivre une vision, une bonne gestion, une vision globale, avec une capacité d'anticiper. Je reviens sur une de vos remarques parce qu'elle est assez importante et elle mérite réponse. Vous avez dit pourquoi vous ne mettez pas plus en prévision sur la CFG et sur le casino. Sur le casino, je vais vous dire, il y a des hauts et des bas et en général, chaque année, on reproduit quasiment la somme de l'année précédente en ne prenant pas de risque. Parce que si imaginez qu'au lieu de mettre 3,2 millions, on mettait 5 millions ou 4,5 et qu'on ne les ait pas, voilà. Et en plus, il est en travaux. C'est un élément on aurait du mal à gérer. Donc, c'est de la prudence, oui. On sait aussi être prudent. Sur la CFG, oui, il y a de plus en plus de frontaliers. Et vous avez vu que j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet, notamment en tant que président du pôle métropolitain du Genevois français, plusieurs fois. 60 frontaliers de plus par jour, c'est ça la réalité aujourd'hui. Et j'ai dit clairement, et dans l'édito du GIM qui sort, j'exprime à la fois mon souci de travailler avec Genève, de rester, de promouvoir le Grand Genève, mais de dire que Genève doit rester une locomotive et ne doit pas être un aspirateur. Voilà. Donc on dit ces choses-là. On dit ces choses-là. Mais la CFG, on a un débat avec le département. On a un débat qui se passe d'ailleurs pas trop mal. N'empêche que l'augmentation de la CFG, qui est de l'année dernière, là, c'était plus 16%. Plus 16%. Le département a décidé, décréter ces 16% pour l'investir dans le cadre du FDIS et dans le cadre de réalisations qui sont d'ailleurs tout à fait justifiées. Donc on n'a pas eu, nous, les collectivités, l'augmentation réelle liée au nombre de frontaliers. On l'a pas eu, on a eu une augmentation de 1,6%, 10 fois moins que l'augmentation qui était au total. C'est un choix du département que je respecte, y compris parce que, par ailleurs, dans le cadre de son fonds d'investissement, il est capable de réinvestir sur ce territoire en investissement, et c'est bien. Mais il ne faut pas croire que les fonds frontaliers, la contribution genevoise nous ramène comme ça, parce qu'il y a un frontalier de plus, on a beaucoup d'argent en plus. C'est un point sur lequel je tenais à insister parce que c'est un élément important. Donc je reviens avec cette idée, et vous nous avez un jour, dans les débats qu'on a, et ils sont bien normaux, vous nous avez dit vous n'êtes pas capable d'anticiper. Et vous l'avez redit d'ailleurs à l'instant sur les écoles. Bah si, justement. Ce budget, cette préparation budgétaire, elle a un grand mot, c'est qu'on anticipe. On anticipe pour pouvoir répondre aux défis du fonctionnement et aux défis de l'investissement. Alors oui, le choix est difficile. Moi, augmenter les impôts, je partage la philosophie de Michel Boucher. L'impôt est une forme de redistribution, mais je ne suis pas un fan, on va dire, voilà, on peut y aller comme ça. C'est une décision difficile. Et on avait aussi le choix. J'y reviens parce que c'est fondamental, Madame Loulis a insisté là-dessus, d'augmenter les tarifs, le prix des services que l'on donne. Et on a fait le choix, encore un choix, vous voyez, on n'arrête pas de faire des choix, encore un choix, on a fait le choix, je le répète, ça a été redit, de ne pas augmenter les tarifs. Parce que les familles qui bénéficient de nos services sont les plus touchées par l'inflation actuelle, et en particulier par l'inflation des produits alimentaires. C'est une réalité. Et donc, on n'augmente pas. Alors, je sais qu'il y a d'autres villes qui n'ont pas fait ce choix-là. Mais nous, on l'assume. On n'augmente pas le coût de ces services. On préfère, c'est vrai, toucher, même si ce n'est pas agréable, toucher une autre partie de la population. Ah, c'est peut-être cela qui s'appelle aussi une politique de gauche.
Bah oui. Ça vous fait rigoler peut-être, mais il faut bien qu'on ait des différences. Voilà, je vous en remercie et je vous passe cet éclat un peu anormal. Donc l'effort d'ailleurs qu'on demande, il est très supportable. Je vais demander de projeter deux diapos complémentaires qui sont prêtes. La première, c'est la simulation de l'augmentation du taux. C'est pas prévu, c'était le BP. Si. Ah, il est là. Ouais, on me l'a dit sur le... Et donc, vous allez voir que sur cet élément-là, sur des surfaces de logement, c'est très, très concret, on voit la variation par mois, la variation totale, la variation par mois, et vous avez une dernière colonne, si M. Bosson le retrouve. On va y arriver. Je l'ai surpris, là, c'est pour ça. Voilà. Vous avez la simulation de la proposition liée à la proposition que l'on fait. Vous voyez que, en moyenne, là, sur une surface de logement, évidemment, c'est des moyennes, la variation va varier en plus de 99 à 174 euros par an. Ah, en moyenne. Ce qui fait une variation par mois de 8,3 euros à 14 euros de plus, par moyenne. Voilà. Et à côté, la dernière colonne, c'est ce que la TH, la taxe d'habitation, c'est ce que il restait à payer pour les 20% qu'il a payé encore et qui ne vont plus la payer. C'est-à-dire que vous voyez, si on fait un calcul en termes d'argent qui sort, eh bien celui qui a un 55 mètres carrés, il aurait dû payer 136 euros de taxe d'habitation, il va payer 99 euros de plus de taxes foncières. Au total, il payera moins que si la taxe d'habitation était restée. Donc voilà, on peut refaire le calcul sur l'ensemble, et c'est donc pas... On ne va pas aller fouiller les poches des gens et des propriétaires. On est très conscient qu'il y a des propriétaires aussi qui peuvent être en difficulté, et il y a toute une série d'aides qui peuvent leur être apportées. Mais ce tableau-là est assez important et vous montre l'évolution. Et puis il y en a un autre, c'est que quand on a un appartement, quand on a une maison, quand on est propriétaire, on a un patrimoine. Et ce patrimoine, il évolue, son coût évolue. Le prix de l'immobilier Annemasse sur 3 ans a augmenté de 19%, c'est le capital. Donc. Et quand on prend le Figaro Immobilier, le prix de l'immobilier Annemasse sur 5 ans, c'est plus 39%. Vous voyez que nous avons de bonnes références. Ça, c'est la valeur patrimoniale qui augmente de des gens qui sont propriétaires. Donc les gens qui sont propriétaires, qui voient leur... alors évidemment, ils ne vont pas le vendre demain matin. Mais s'ils le vendaient demain matin, ils gagneraient 39%. Voilà. Et donc ça, c'est normal, c'est bien. Mais on ne va pas se poser des questions sur la capacité qu'ils auront à sortir 8 euros de plus par mois. Voilà, je crois que c'est le choix que nous avons fait. Parce que, non pas pour embêter les gens qui sont propriétaires, mais parce qu'il nous semble que cet effort, il peut être fait avec tous ces éléments qu'on vous donne là, alors que faire porter cet effort sur ceux qui sont en difficulté, qui sont au niveau du SMIC ou qui gagnent très peu, en leur faisant payer les services, c'est pas le choix que nous avons fait. Voilà, je tenais à vous dire ça parce que il me semble que ce sont des éléments tout à fait importants. Je terminerai en disant tout simplement que je vous propose bien sûr de construire le budget sur ces bases. J'ai bien entendu M. Boucher, Mme Lounis le dire, et je crois que ce budget va nous permettre, grâce à notre anticipation, de réaliser l'essentiel du programme que nous vous avons présenté, et puis surtout d'accélérer, parce que si vous avez bien vu les mesures qui sont là, d'accélérer toutes les mesures liées à la transition écologique. Certes, la piétonisation nous coûte cher, elle nous coûte cher pas parce qu'il y a la piétonisation, parce qu'il y a la végétalisation. Et on ne le regrette pas. Mais si on ne le fait pas aujourd'hui,
Le reporter, ça, on peut pas. Vous avez vu le nombre d'éléments qu'on fait et qu'il y a aussi en matière de rénovation thermique. On pourrait en faire plus. On devrait en faire plus, mais là aussi, il y a des choix à faire. Et avec ces choix que l'on fait, on est capable de relever, de réaliser ces objectifs-là. Alors, voilà, on se donne les moyens pour que les habitants puissent bien vivre dans cette ville. Et certes, on sait pourquoi on vient vivre dans une ville. La première chose qu'on regarde, les gens qui viennent habiter une ville ou qui vivent dans la ville, ils ne regardent pas le taux des impôts, qui reste quand même, il faut le dire, par rapport aux comparaisons nationales. Nous sommes dans le tiers le plus bas des taux pour les villes moyennes. Voilà, on est quand même, malgré l'augmentation que l'on propose, on restera dans le tiers le plus bas des taux des villes moyennes. Je pense que les gens y viennent pour la qualité de vie, pour les services que leur offre une ville et pour la capacité que leurs enfants soient à l'école, et de la culture, etc. Voilà, et qui est tout ça qui leur permettent de dire finalement je vis bien dans cette ville. C'est notre ambition. Ça nous a obligés à faire des choix, c'est vrai, pas facile toujours, mais ces choix nous les assumons et je vous propose donc, si vous le permettez, et je pense que la majorité nous suivra, de vous présenter le budget dans un mois sur ces bases-là, avec ces éléments-là, dans le détail. Voilà, merci. Vous savez qu'il n'y a pas de vote là, mais ça nous permet d'avoir un échange important et de bien clarifier notre politique. Merci pour ce débat d'orientation budgétaire.